Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Parution. Femmes africaines, collection dirigée par Irma Julienne Angmedou. Pendant longtemps, la femme africaine a été cantonnée dans ses rôles d'épouse, de mère, de sœur et de gardienne de la cellule familiale. Ces fonctions, pourtant essentielles, ont abouti à sa servitude sociale, intellectuelle et politique. Malgré un processus d'émergence et d'émancipation amorcé depuis les années 1980, la femme africaine se trouve toujours exclue des milieux où s'élabore la pensée et se décide le devenir du monde. La présente collection cherche à combler ce retard en rassemblant les travaux des intellectuelles africaines de tous bords. Recherchant l'émergence d'une voix intellectuelle, spécifiquement féminine, elle privilégiera les analyses originales en sciences humaines, la philosophie, la sociologie, la psychologie, le droit, l'économie, l'art et la littérature, aussi bien que les témoignages de vie les plus significatifs offerts par les femmes africaines afin d'offrir à la femme africaine une place dans le dialogue interculturel international. Il ne s'agit pas d'un manifeste féministe de plus, mais cette collection entend témoigner de la façon dont les Africaines, par leurs réflexions, leurs témoignages et leurs productions critiques, participent à l'épanouissement intellectuel du continent africain et à l'enrichissement de la culture mondiale. Elle est donc ouverte à tous les intellectuels du monde, femmes ou hommes. Dernière parution. Irma Julienne Angmedou, Ariane Djossou, Aissata Soumana Kindo, plaidoyer pour l'égalité des femmes. La parité du jugement, 2011. Introduction. L'enjeu de l'anthropologie interculturelle pour la transculturalité des genres. Le diagnostic de postmodernité a beau être attaqué par certains post-colonialistes africains comme un discours décadent, voire comme l'une des expressions idéologiques du capitalisme avancé, il n'en constitue pas moins un outil d'analyse important pour quiconque désire comparer les diverses cultures et traditions esthétiques africaines réparties dans le monde. Car elles affrontent toutes une cohabitation entre des aspirations modernes, liées à la volonté de reconnaissance des productions plastiques des communautés, et un retour à des habitudes traditionnelles qui s'opposent, qu'elles le veuillent ou non, à cette marche vers la démocratie. Ce clivage est peut-être moins visible dans la diaspora afro-américaine d'Amérique du Nord, où la lutte contre le racisme et le désir d'affirmation de l'art dit primitif ont dû mobiliser ses leaders aussi bien que ceux qui ont cherché à s'intégrer dans les élites de la communauté multiculturelle nord-américaine. Ils ont dû trouver des modes d'adaptation à l'expérimentation néolibérale des biens culturels, qui font la richesse des sociétés libérales nord-américaines. Mais ce clivage est l'objet de toutes les attentions, par exemple du gouvernement brésilien lorsqu'il voulait, depuis les années 50, ménager l'accès de ses anciens esclaves à l'éducation, du primaire jusqu'au supérieur, à partir de ses programmes dits d'intériorisation. Ce clivage est alors envisagé comme un manque d'accès à l'éducation. Un manque qu'il faut traiter en instaurant et en développant cet accès à toute la population de la diaspora africaine. La communauté africaine est en effet actuellement confrontée au clivage quotidien entre ses traditions et l'échec de leur adaptation, aux défis expérimentaux posés par l'expérimentation néolibérale de l'art aussi bien que par les sciences qui en réfléchissent les résultats, les sciences humaines. Les problèmes d'intégration des productions plastiques aussi bien traditionnelles que modernes dans les musées d'Afrique révèlent combien les pays africains sont conduits à dénier à l'art et aux artistes africains la puissance et la vérité esthétique que délégitimait le discours colonialiste des siècles derniers. Ces problèmes d'intégration sont aussi dangereux que les luttes tribales et la prolifération des ethnocides. La répercussion de tous ces effets sur les problèmes de transculturalité des genres, sur les rapports entre hommes et femmes, s'effectue dans tous les pays du monde en surchargeant celles que leur sexe semble disposé à être dominé. Les femmes, sans que l'idéologie moderniste de la parité entre hommes et femmes qui caractérise le modernisme contemporain de la révolte féministe, puisse constituer un paravent efficace. Tout se passe comme si ces symptômes de la faillibilité du modernisme affectant l'Afrique devaient être lus comme un abandon de la raison. Ces symptômes accompagnent en tout cas ce phénomène de diaspora interne qu'on pourrait lire comme un nouvel apartheid, entre hommes et femmes advenant cette fois au sein de la communauté présente dans le continent africain. Plus généralement, ce clivage entre élite et population,
entre dirigeants ou décideurs, d'une part, et d'autre part, les masses pour reprendre les catégories contestables des sociologues, accompagne les effets de la mondialisation culturelle menée comme expérimentation néolibérale contemporaine des arts. Il advient dans l'horizon du destin expérimental auquel les artistes contemporains se vouent, en s'expérimentant eux-mêmes comme ils expérimentent le monde. L'accord expérimental avec les objets esthétiques, recherchés par les marchands d'art en expérimentant la vérité de leurs hypothèses, n'est pas garanti d'avance. L'accord avec autrui, expérimenté comme consensus par les sociétés contemporaines dites multiculturelles, n'est pas non plus garanti d'avance. La modernisation recherchée par les temps modernes à travers l'autonomisation des institutions culturelles par rapport aux religions, semble ainsi avoir été une passion collective inutile. Son échec programmé semble donner raison à tous ceux qui l'ont rejeté comme un idéal purement occidental, propagé par la colonisation européenne du reste du monde, puis travesti sous divers masques et relayé par les diverses instances du capitalisme avancé. Aussi ce clivage se manifeste-t-il en Afrique comme clivage entre tradition et modernité. Abandonnés par leur gouvernement dans la conduite quotidienne de leur vie, les individus et les groupes qui en sont victimes ne peuvent trouver le sens de leur vie dans la globalisation économique, ni dans la cosmopolitique qui tente de l'endiguer. Ils cherchent à nouveau ce sens dans leurs racines, dans leurs traditions qui semblent pouvoir guérir tant leur santé physique que leur santé sociale. C'est ainsi qu'elles affrontent des crises culturelles semblables à celles des sociétés dites modernes qui les avaient colonisées, mais leur propre crise se trouve renforcée par la conscience de ne pas avoir les moyens de les surmonter. Les diverses crises qui ont ébranlé les sociétés du monde entier, emportées par leur idéal de modernisation effrénée, ont été décrites par les sciences humaines et sociales comme crises de rationalité, de légitimation et de motivation, ou encore comme neutralisation des institutions et du psychisme. Liées à une perte du sens de la réalité, obnubilées par la volonté de maîtriser économiquement, moralement, psychologiquement, politiquement, voire par les systèmes logico-mathématiques, les catastrophes politiques, totalitaires et ou racistes, aussi bien que les catastrophes provoquées par une spéculation cupide et aveugle, elles ont provoqué toutes les expérimentations scientifiques, sociales, institutionnelles ou psychiques possibles pour établir tant un dialogue raisonné avec le monde externe qu'un dialogue avec la nature de l'être humain lui-même. L'absence de crédibilité des métarécits d'émancipation diagnostiqués par Lyotard dans son ouvrage La condition postmoderne ne met en doute que la capacité de l'artiste à s'approprier une fois pour toutes les propriétés quasi divines de maîtrise de soi et d'autonomie absolue que cette liberté était présumée lui rendre accessible à travers les systèmes juridiques, moraux et politiques. Cette absence de crédibilité n'atteint en fait qu'une émancipation rêvée comme appropriation d'une liberté purement autarcique, et à ce titre, purement négative. Reconnu comme être de langage au XXe siècle, il lui est apparu en effet qu'aucune maîtrise du langage, des institutions et du psychisme humain n'était accessible magiquement par le pur et simple usage de ce langage ou du seul fait qu'il pensait. Dans ce contexte, l'importation de ces crises en Afrique a provoqué une rechute dans l'ancienne confiance avec la nature, avec une nature qui ne peut que répondre favorablement à ce désir de connaissance et de maîtrise de l'homme, en le remettant magiquement à l'écoute de l'être, à l'écoute du monde, à l'écoute d'autrui et à l'écoute de soi. Les philosophes européens eux-mêmes ont fait cette rechute dans les années 1920 à 1950. La tentation heideggerienne d'assurer une authenticité à la vie humaine en mettant chacun à l'écoute de l'être, a ainsi pu exercer sa séduction et son emprise sur les hommes et les sociétés qui n'avaient fait que résister aux sirènes des temps modernes. Complétée par la tentation wittgensteinienne de résharmoniser nos contemporains malades de crampes psychologiques et philosophiques, l'expérimentation du langage a paru pouvoir trouver en elle-même sa propre thérapie. En laissant s'ajuster nos contemporains aux succès et aux échecs qu'ils rencontraient lorsqu'ils expérimentaient toutes les formes de vie possibles en se pliant aux lois de leur succès. Le repli des individus et des groupes dans les traditions africaines s'est effectué spontanément dans l'horizon de cette confiance innocente dans le dialogue avec la nature, que ce soit la nature externe du monde ou la nature interne de l'être humain. C'est cette rechute que voulaient empêcher les nouvelles lumières françaises, Lyotard, Foucault, Derrida et Deleuze.
Le diagnostic postmoderne porté sur nous tous par Lyotard s'inscrit dans la tradition des Lumières des temps modernes et de leur rejet du dialogue religieux avec le monde. Il a trait à la liberté absolue de rejet et de refoulement des mythes que les Lumières avaient exercés en niant la vérité de toute foi. La reprise du dialogue avec la nature externe du monde et avec la nature interne de l'homme s'opère pourtant dans la communauté africaine, sans souscrire à ce rejet du dialogue religieux avec le monde. La spécificité de l'Afrique postmoderne tient précisément dans cette reprise. Aussi s'harmonise-t-elle davantage avec la postmodernité expérimentaliste de Rorty qu'avec celle des Européens. Dans ce contexte, le néopragmatisme d'un auteur comme Richard Rorty paraît en effet exprimer la conscience de l'autorégulation inhérente à cette expérimentation. Elle paraît pouvoir guérir de la conscience d'échec et d'angoisse sécrétée par le diagnostic postmoderniste, typiquement européen, concernant l'état présent de l'humanité. Il paraît ainsi exprimer également les attentes d'une transculturalité pragmatique. Ces attentes nous semblent à portée de main, accessibles à ce dialogue entre tradition et modernité qui semble caractériser toute communauté contemporaine. Cette conscience expérimentale s'y trouve délivrée d'avoir à considérer ce discrédit porté sur les récits d'émancipation comme un échec destinal. Ce discrédit fait de la conscience postmoderne européenne une conscience malheureuse, une conscience certaine de son échec destinal, certaine de n'y pouvoir rien changer. L'Afrique postmoderne, elle, semble délivrée d'avance de cette conscience tragique à laquelle elle serait vouée à l'égard d'elle-même. Mais elle a beau se retrouver dans ce dialogue transculturel avec elle-même qu'elle mène au gré de cette expérimentation, elle n'en retrouve pas moins des problèmes réels, analogues à ceux que doit affronter la conscience postmoderniste, la conscience européenne malheureuse. Car ces élites, qu'elles soient politiques, économiques ou intellectuelles, affichent bien entendu leur affinité avec les idéaux d'émancipation de la modernité, mais la façon dont elles entendent réaliser ces idéaux demeure prisonnière d'une volonté de puissance, déjà diagnostiquée par Nietzsche, Heidegger, Gadamer et Rorty, mais qui reste présente dans les idéaux juridiques, moraux et politiques de la modernité qu'elle prétend assumer. Elle reste tributaire de cette volonté d'auto-certification collective et consensuelle des buts qu'elle se donne. Ces buts sont bons et validés d'avance s'ils sont a priori conformes aux idéaux démocratiques, qu'ils conviennent ou non à la résolution des problèmes économiques, politiques, sociaux ou anthropologiques réels affrontés. Comment la communauté africaine, aussi multiculturelle que les autres communautés du monde, peut-elle restaurer une unité en elle qui lui permette d'être la communauté qu'elle désire être ? Comment peut-elle surmonter ce clivage, qui n'appartient pas qu'à elle, mais qu'elle partage avec toutes les communautés du monde ? Est-ce en s'adonnant à la magie consensuelle, qui accompagne l'expérimentation néolibérale de l'être humain ? Est-ce en partageant avec les philosophes postmodernes européens leur sens du tragique et leur conscience de ne pouvoir échapper à l'échec de civilisation dont serait porteuse toute modernité ? À mon avis, ni l'un ni l'autre. L'Afrique postmoderne ne peut affronter son destin qu'en devenant critique, qu'en critiquant les résultats de la mondialisation transculturelle sur elle-même, qu'en critiquant la mentalité qui les engendre, et ce, à l'aide d'une réflexion universitaire et philosophique avertie. C'est ainsi qu'elle peut participer de façon efficace à un dialogue transculturel tant avec sa diaspora nord-américaine ou sud-américaine, qu'avec elle-même et avec les différentes cultures dans lesquelles vivent les individus et les groupes qui la constituent. C'est la seule façon qui puisse lui permettre d'entrer également en dialogue critique avec les communautés non africaines, qu'elles soient européennes, américaines, moyen-orientales ou extrême-orientales. Car la façon dont elle a assimilé les conceptions que ses colons avaient de la modernité lui semblait bonne du seul fait qu'elle confiait au consensus démocratique le soin d'assurer à tous des conditions de vie et de liberté validables par tous. Mais elle fait l'expérience de l'aveuglement, de l'instrumentalisation et de la manipulation de ce consensus. Elle fait l'expérience du fait que le consensus ne constitue en aucun cas une autorité qui puisse se substituer aux dieux des religions archaïques, ou aux dieux judéo-chrétiens. Elle se doit donc de juger des résultats du dialogue qui a lieu entre ces traditions culturelles et ces élites, non pas pour faire élire ces résultats, mais pour juger de l'existence et de la validité objective des formes de vie humaines qu'ils parviennent ou non à concrétiser. Dans ce dialogue,
L'objectif de la communauté africaine postmoderne est d'analyser les diverses façons dont elle-même, les communautés de sa diaspora ainsi que les autres communautés du monde procèdent à cette critique éclairée de nos sociétés postmodernes, sans tomber pour autant dans le sentiment d'impuissance. Tout comme la communauté africaine, les autres communautés ne surmontent leur clivage qu'en parvenant à user de leur jugement critique sur leur propre développement. C'est ainsi qu'elles s'approprient leur modernité et leur capacité à se reconnaître et à se faire reconnaître comme communauté. Comment ces communautés ajustent-elles leurs connaissances contemporaines que leur apportent science, épistémologie et logique à la connaissance du monde dans lequel ils vivent et réfléchissent leur vie? Comment ajustent-elles leur proximité moderne, constitutionnelle, aux droits de l'homme à la pratique judiciaire des juges qui officient dans leurs États-nations? Comment participent-elles à l'instauration de démocraties fondées sur des consensus contingents, mais néanmoins prudents? Comment prennent-elles part aux verdicts portés par l'opinion publique internationale sur l'hécatombe produite par les excès mortels du capitalisme dans les pays pauvres comme dans les pays riches? Parviennent-elles à remobiliser l'histoire de leur culture pour en faire un outil critique inspirateur d'une sagesse minimale? Quelle est l'action entreprise dans ces différents contextes pour traiter le problème des rapports des hommes et des femmes dans le respect mutuel de la faculté de juger, sachant qu'ils participent, les uns et les autres, à un usage commun du langage et de la réflexion critique? Les rapports de soumission des femmes à l'égard des hommes que certaines sociétés africaines sauvegardent en prétendant respecter leurs traditions, sont-ils radicalement différents de ceux que certaines sociétés musulmanes traditionnalistes continuent aujourd'hui encore à faire respecter? On sait que Jean-François Lyotard a mis l'intellectuel au tombeau, car il croyait qu'aucun problème de civilisation ne s'avérait plus assez universel pour justifier l'existence de l'intellectuel comme tel, et que celui-ci avait ainsi perdu sa fonction en perdant sa force de conviction. Le sort des femmes africaines nous semble pourtant refléter une telle crise de civilisation et de culture, qu'elle nécessite qu'on prenne conscience de la radicalité de cette crise et qu'on puisse percevoir dans cette prise de conscience intellectuelle un point d'Archimède capable d'élever un continent entier à la hauteur de ses aspirations. Seuls les intellectuels peuvent donc en relever l'enjeu en situant comme il convient ce sort dans l'économie culturelle du monde. Car ils ont avisé dans leur critique à éclairer les conditions d'émancipation qui doivent être offertes à chacun, du seul fait qu'il soit égal à tous les autres comme maître de langage, comme énonciateur qui a à participer à la transformation de ses conditions de vie lorsque celles-ci s'avèrent incontournables. Quant aux intellectuels elles-mêmes, elles n'ont pas à accepter d'être mises au tombeau pour la seule raison que leur problème de justice et d'équité n'apparaîtrait pas assez universel pour qu'ils puissent solliciter la pensée. Ce problème de justice et d'équité des femmes qu'on appelle pudiquement « la question des genres » s'avère en effet universel depuis la socialisation des hommes et des femmes. Mais c'est parce qu'il semble arriver à la conscience de tous lorsque tous les autres problèmes sont proclamés réglés, qu'il exige d'urgence que les intellectuels fassent sortir toutes les femmes de ce tombeau dans lequel les emprisonne depuis toujours ce qu'on appelle la civilisation, et dans lequel les femmes africaines subissent encore actuellement leur sort. Ce problème apparaît comme problème d'émancipation sociale, mais celui-ci ne sera réglé qu'à condition qu'on entende les femmes qui y vivent, qu'on leur reconnaisse le pouvoir de juger, c'est-à-dire qu'on entende ce que disent effectivement les intellectuels lorsqu'elles s'attellent à la tâche de régler leur propre sort et le sort des femmes de leur continent. Car c'est en donnant une solution à ce problème qu'elles peuvent organiser une solidarité de conscience permettant de traiter les autres problèmes de civilisation et de culture. Le sort des femmes africaines ne tient pas seulement au poids des traditions qui exigent qu'elles se soumettent à elles. Il est également conditionné par la folie qui est au cœur de la volonté de puissance, mouvant l'expérimentation capitaliste de l'être humain. Il s'agit donc ici d'un problème transculturel généralisé. Les relations de domination les plus arbitraires imposées par le néolibéralisme et la disparition du monopole des États-nations dans le domaine du politique ont fait faire l'expérience aux citoyens du monde entier, aux citoyens cosmopolites, de leur absence réelle de liberté. La faiblesse des États-nations à l'égard des attaques de la spéculation bancaire contre leur monnaie a fait de ces derniers les derniers remparts de la liberté des individus, mais ces derniers remparts sont bien entendu trop faibles pour imposer leur morale bancaire aux banques du monde entier qui continuent leurs intrigues sans se soucier de leur régulation. Dans ce contexte mondialisé,
Les seules institutions assez puissantes pour contrer cette débandade économique généralisée sont celles qui portent la raison elle-même, celles qui ont propagé les récits d'émancipation inventés par les temps modernes. Ce sont les institutions porteuses de la critique, les universités. Car l'émancipation sociale prônée par Karl Marx et Max Weber n'apparaît plus suffisante à endiguer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.